Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 septembre 2025 et notre ami Paul Craig Roberts est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Paul. Merci, Nima. Paul, laissez-moi commencer avec Charlie Kirk. Beaucoup de gens, après son assassinat, parlaient de la gauche, des radicaux, vous savez, en disant qu'il l'avait tué. Mais en ce qui concerne cette situation, avec les tentatives d'assassinat, il y a eu 2 tentatives ratées contre Donald Trump. On ne sait rien de ces types qui ont essayé de tuer Donald Trump, du moins pour le deuxième. Le premier a été tué sur place, et personne ne sait qui il était, ni pourquoi il a fait ça. Et c'est pareil pour l'assassinat de Charlie Kirk. Personne ne sait qui était ce type, ni quel était son objectif principal. Qui se cache derrière lui? Parce que quelqu'un qui vient et attaque, tue quelqu'un, ça n'a aucun sens pour moi. Quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé? Avec Charlie Kirk? Oui, avec Charlie Kirk. Et avec Trump aussi. Oui, c'est possible. Eh bien, d'accord. Si on prend le premier assassin avec Trump, il y avait des preuves que le garçon sur le toit n'était pas celui qui a tiré. Parce que je me souviens avoir vu des analyses. Tu te souviens, la personne tuée était au-dessus de Trump, dans les gradins. Donc si une balle est tirée d'un toit vers Trump, en dessous de cette personne, et touche son oreille, comment la balle a-t-elle fait? Est-ce qu'elle est remontée? Donc, tu vois, le fait que le tireur était en hauteur, tirant vers le bas, et pourtant certaines de ces balles ont touché des gens tout en haut dans les gradins, cela suggère que quelqu'un tirait d'un endroit plus bas. Cela n'a jamais vraiment été abordé à ma connaissance ou traité, et il n'a jamais vraiment été clair pourquoi ce gamin voudrait tuer Trump. Donc, c'est non résolu, je pense. Le deuxième cas a encore moins de sens, et ce procès a commencé. Je ne sais pas si ces procès trouvent jamais la bonne personne ou vous donnent la raison. Avec Charlie Kirk, c'est aussi curieux parce que la distance entre le tireur et Kirk était de 125 mètres. Eh bien, c'est une longue distance pour une personne normale, un tireur inexpérimenté. Si vous regardez quelque chose à cette distance, à moins d'avoir une bonne lunette télescopique, vous voyez juste un minuscule point. Si vous avez des organes de visée ouverts, vous voyez un minuscule point. Et il faut être un tireur d'élite entraîné et accompli. Et cela montrait beaucoup de préméditation parce qu'il était sur un bâtiment et qu'il avait trouvé un moyen de s'échapper. Donc, cela ne semble pas être un comportement de coup d'État. On dirait plutôt un assassinat planifié. Il est donc difficile de croire qu'il s'agissait simplement d'une réaction d'un type à moitié fou, certainement pas de quelqu'un dans le public. C'est donc intriguant. Il y a d'autres choses curieuses à ce sujet. Je n'ai pas suivi l'affaire de près, Nima. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui en savent plus que moi. Mais je parlais avec un ami, un ancien lieutenant de police, et il m'a dit que les vidéos et les éléments qu'il a vus étaient déroutants, car il y a une vidéo censée montrer ce tireur, et on le voit marcher dans la rue avec la jambe droite raide, comme s'il ne pouvait pas la plier. Il balance donc sa jambe en marchant. Et le fusil est dans la jambe de son pantalon, donc les gens ne voient pas le fusil. Eh bien, on ne peut pas grimper sur un bâtiment avec un fusil dans la jambe de son pantalon, et on ne peut pas non plus descendre d'un bâtiment avec un fusil dans la jambe de son pantalon. Et si vous regardez la vidéo, selon cet ancien lieutenant de police, il descend du bâtiment, ses jambes se plient, et il n'y a aucun signe réel du fusil. On dirait qu'il a une veste ou une chemise ou quelque chose dans la main, mais ce n'est pas rigide. Ça flotte un peu. Alors, où est le fusil? Et puis il s'avère que le fusil se trouve quelque part dans les bois. Eh bien, comment est-il arrivé là? Et bien sûr, le fusil a les munitions qui disent « attrape celui-ci » ou quelque chose comme ça.
transmission saying catch this one or something like that. But it all looks like a... Mais tout cela ressemble à un piège pour la personne qu'ils ont arrêtée. Et je ne peux pas parler pendant une interview. Oh d'accord, c'était mon webmaster au Danemark. Écoutez, de toute façon, c'est pas satisfaisant. Les explications ne sont pas satisfaisantes. Et ce qui est vraiment curieux, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis pour qu'un type comme Charlie Kirk, qui ne prône pas la violence, il dit simplement « Qu'y a-t-il de mal avec les valeurs traditionnelles ?» Pourquoi le déteste-t-il? Parce qu'il défend simplement des valeurs traditionnelles que toute personne civilisée comprend. Pourquoi est-on détesté pour représenter les valeurs familiales, le bon comportement, la responsabilité? Cela n'a pas beaucoup de sens. Et j'ai suggéré que peut-être il était perçu comme un leader montant. Il est jeune, il semble avoir un grand attrait auprès des jeunes. Apparemment, à mesure qu'ils vieillissent tous, ils continueront à le soutenir. Il était donc peut-être un futur candidat à la présidence, un autre comme Trump, difficile à contrôler pour l'establishment. Alors ils s'en débarrassent tout simplement. Beaucoup de personnes qui ont étudié l'affaire Martin Luther King pensent que la raison pour laquelle Martin Luther King a été assassiné, c'est qu'il était un leader en pleine ascension, du moins pour les Noirs, et qu'il tenait un discours conciliant, pas hostile. Et cette conciliation ne concernait pas seulement les Blancs et les Noirs, elle concernait aussi l'Amérique et le reste du monde. C'est peut-être ça, Nima. So maybe that's it. Nima, maybe this guy's perceived as a... Peut-être que cet homme est perçu comme dangereux parce qu'il est un leader en pleine ascension. Les gens réagissent à lui, et donc une décision est prise de l'éliminer. Mais je ne sais pas. Je ne pense pas vraiment que nous le découvrirons un jour. Ou si nous le découvrons, ce sera parce que quelqu'un aura passé des années et des années à étudier et à enquêter. Ce sera comme Oswald et John F. Kennedy, ou Sirhan Sirhan et Robert Kennedy. Et souvenez-vous, ce qui a finalement éclairé l'assassinat de Martin Luther King, c'est que la famille a intenté une action civile. Et le procès civil a conclu que l'homme accusé et condamné, je crois, n'avait rien à voir avec l'affaire. Donc je ne pense pas vraiment que nous aurons peut-être une bonne version, mais pas si c'était un assassinat prémédité, un assassinat planifié. Nous ne l'aurons pas. Nous n'aurons jamais la véritable histoire de façon officielle. Il faudrait des chercheurs indépendants. Le vrai problème, c'est que si ce type agit vraiment seul, pourquoi déteste-t-il Charlie Kirk? Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Nous vivons dans une société où la haine irrationnelle existe. Et si quelqu'un dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez le tuer. C'est ça qui fait peur. Paul, que penses-tu du comportement de Benjamin Netanyahu après l'assassinat? Il tweetait chaque minute, et il disait qu'il était un grand soutien d'Israël, que ce sont ces islamistes qui l'avaient tué. Tu sais, il essayait d'une certaine manière de tirer profit de l'assassinat de Charlie Kirk, pas seulement pour lui-même, mais aussi pour la position d'Israël. Quand tu regardes Charlie Kirk et son comportement, tu vois un gars qui soutenait Israël, puis il a commencé à remettre en question le comportement d'Israël. Pourquoi font-ils cela? Et il s'est penché sur le 7 octobre. Que s'est-il passé à cette date? Est-ce que cela a été permis par les Israéliens? Y avait-il une quelconque information? Avait-il des informations sur ce qui se passait avec le Hamas et leur attaque? Ce sont des questions énormes. Même récemment, je ne sais pas si tu as vu, 48 heures avant cet assassinat, il a donné une interview à Ben Shapiro sur sa chaîne YouTube. Il lui a demandé pourquoi on peut tout critiquer, comme le Covid, mais pas la position israélienne. Un de nos amis m'a demandé pourquoi on peut tout critiquer, sauf ce que fait Israël. On n'a pas le droit de le faire. Et comment vois-tu ce comportement?
Benjamin Netanyahou lui a proposé d'énormes fonds pour sa campagne, mais il a refusé. Et voici ce qu'il a dit dans l'un des podcasts. And here is what he said on one of the podcasts. The whole country is a fortress. When I first heard this Tout le story, pays est une forteresse. Lorsque j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'ai eu le même pressentiment qu'au début. J'ai beaucoup de mal à y croire. Je suis allé à la frontière de Gaza. On ne peut pas faire 10 pas sans tomber sur un jeune de 19 ans armé d'un AR-15 ou d'une mitrailleuse automatique qui est un soldat de Tsahal. Tout le pays est sous surveillance. Laissez-moi donc expliquer cela. Nous ne parlons pas souvent de la politique israélienne, et la plupart des Américains ne le savent pas. Depuis 9 mois, Israël est au bord de la guerre civile. the last 9 months, Israel was on the brink of civil war. It's not an exaggeration. This judicial stuff, they were Ce n'est pas une exagération. Toute cette affaire judiciaire, il y avait des centaines de milliers d'Israéliens qui descendaient dans la rue parce que Bibi Netanyahou était en train de redéfinir la constitution israélienne. Ce n'est pas une exagération. Il a dit que le pouvoir judiciaire avait trop de pouvoir. Des manifestations étaient prévues cette semaine contre Netanyahou, où l'on s'attendait à ce que des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue. Tout cela, Banu, Patrick. Netanyahou maintenant nu mas pour ici. Netanyahu now has an emergency government and a mandate to lead. I'm not willing. Paul, Je ne suis pas in the prêt. other part, he said Paul, that ailleurs, Israel il a dit qu'Israël procédait à un nettoyage ethnique à Gaza. On ne voit aucun amour pour Netanyahou. Et comment peux-tu concilier ces deux images? Netanyahou essayant de tirer profit de ce qui s'est passé, et Charlie Kirk, qui d'une certaine manière commence à remettre en question la position d'Israël. He has started questioning the position of Israel. Well, initially, Charlie Kirk, Eh bien, au départ, Charlie Kirk, comme la plupart des conservateurs, probablement presque tous les conservateurs, ils sont conditionnés à être pro-Israël. Cela faisait partie de la guerre froide. C'est simplement une composante de la vision conservatrice. Et donc, il ne lui serait probablement pas venu à l'esprit d'être d'une quelconque manière critique envers Israël, parce que ce n'est pas ce que faisaient les conservateurs. Mais je pense qu'avec le temps, il a remarqué certaines choses. Comme il l'a dit, il a noté l'étrangeté du 7 octobre. En fait, on ne peut pas s'approcher de ce mur sans être immédiatement arrêté. Et donc il a commencé à se poser des questions comme il le fait sur d'autres sujets. Eh bien, ce qu'il essaie de faire maintenant, c'est de tirer parti de sa position précédente. Il y avait un article, je crois, la semaine dernière sur l'Unz Review, écrit par quelqu'un dont le nom ne me revient pas, mais qui contribue souvent là-bas, et il affirmait que Charlie Kirk n'était qu'un autre porte-parole d'Israël. Charlie Kirk was just another Israeli shill. And he had all of these statements and things that Kirk had done. Et il avait toutes ces déclarations et toutes ces choses que Kirk avait faites. Et je ne pense pas que l'auteur les ait inventées, mais cela remonte au passé. Donc oui, Kirk a eu une prise de conscience et a commencé à remarquer un éventail plus large de choses qui n'allaient pas. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il essaye de minimiser sa position initiale avant qu'il ne devienne sceptique. Et ce faisant, Netanyahou essaye de renforcer l'attitude protectrice des conservateurs américains envers Israël. Vous savez, si on regarde, le Parti démocrate compte maintenant tellement d'immigrés envahisseurs et de musulmans que le Parti démocrate est plus critique envers Israël, alors que les républicains ne le sont jamais. Donc, quand Netanyahou fait l'éloge de Kirk pour son attitude positive envers Israël, il essaie de renforcer le soutien des conservateurs américains à Israël parce que, oh, Kirk soutenait Israël et c'est pour ça que nous aussi. Je pense que c'est ça, oui. I think that's the answer. He said that Epstein was Mossad, and one of the. Il a dit qu'Epstein était du Mossad dans l'une de ses interviews. Et il est allé, sur la base de ce que Tucker Carlson a dit, à la Maison-Blanche, pour parler avec Donald Trump avant l'attaque contre l'Iran. Toute cette folie au Moyen-Orient. Il a dit que la guerre avec l'Iran n'est pas « nous n'allons pas faire la guerre à l'Iran au nom d'Israël ». Et il a essayé de convaincre Donald Trump.
Il a eu quelques difficultés à gérer Donald Trump sur cette question. Mais après tout, on voit que chaque décision stratégique prise par Israël, attaquer l'Iran, l'affaire Epstein, ce qui s'est passé le 7 octobre, elles ont toutes été critiquées par ce type, Charlie Kirk. Et Netanyahou, ce qui m'a tellement étonné, Paul, Netanyahou est intervenu dans les médias australiens, si je ne me trompe pas, sur YouTube. Il a dit qu'on lui avait demandé si Israël était derrière l'assassinat de Charlie Kirk. Pourquoi a-t-il besoin de faire ça? Et parce qu'il sait exactement quelles questions on va lui poser pendant l'interview. Pourquoi, à ton avis, a-t-il accepté d'y répondre? Why he accepted to answer that, in your opinion? Well, there are a lot of people now. Eh bien, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent maintenant qu'Israël est derrière l'assassinat de Kirk, qu'Israël l'a fait. Et je pense qu'ils disent cela parce que Kirk était passé d'un soutien aveugle et irréfléchi à Israël à un critique, et il devenait un critique de plus en plus virulent d'Israël. Or, Kirk était la voix de l'Amérique conservatrice, bien plus que Donald Trump ne l'est. Et donc, voici la voix de l'Amérique conservatrice qui se détourne de l'amour et des louanges envers Israël. Alors il l'aurait tué avant qu'il ne puisse entraîner les conservateurs avec lui. Donc je pense que les personnes qui avancent cet argument, vous savez, ont un argument raisonnable. Je veux dire, ça pourrait être tout à fait vrai. Je ne sais pas si Israël l'a tué, mais l'argument que les gens avancent tient la route. The argument that people are making, it makes sense. It's a possibility. C'est une possibilité. En d'autres termes, Charlie Kirk, en étant le leader le plus populaire des conservateurs, surtout parmi les plus jeunes, en se retournant contre Israël, a peut-être amené tous les conservateurs à commencer à réfléchir à la question d'Israël, et pas seulement à lui accorder ce soutien émotionnel aveugle qu'il lui témoignait depuis la guerre froide. Israël était notre bastion au Moyen-Orient, empêchant l'Union soviétique de prendre le contrôle et tout cela. Il est donc tout à fait possible que certains en viennent à la conclusion qu'ils pourraient vouloir l'éliminer, car sinon, ils risquent de perdre le mouvement conservateur. Et s'ils perdent cela, ils ont déjà perdu, plus ou moins, une grande partie des démocrates et des étudiants de gauche qui manifestaient dans les universités pour les Palestiniens à Gaza. Universities about the Palestinians in Gaza. So Donc leur contrôle sur les États-Unis commençait à être remis en question. Peut-être que c'est comme ça que tu le voyais. Donc je ne sais pas, je ne peux pas argumenter pour ou contre, mais je pense que je peux expliquer pourquoi leur argument n'est pas simplement de l'antisémitisme. C'est qu'il y avait désormais quelque chose en jeu. Le grand porte-parole des jeunes conservateurs commence à remettre en question Israël. Eh bien, si les conservateurs font ça, qu'adviendra-t-il du soutien à Israël? Ils ont en quelque sorte un contrôle absolu sur les États-Unis et sur la façon dont les gens pensent. Quand même, les États rouges adoptent des lois interdisant d'obtenir un contrat d'État si l'on critique Israël, on peut le constater. Ils ne veulent pas perdre ce genre de pouvoir. Donc, tuer Charlie Kirk a parfaitement du sens. Je pense vraiment qu'il s'agissait d'un assassinat professionnel. Pour tuer quelqu'un d'un seul tir à 125 mètres, ça aurait pu être un coup de chance, mais on ne prend pas ce genre de tir à découvert si on n'a aucune chance de réussir. Donc celui qui a fait ça savait qu'il allait atteindre sa cible. Je n'ai vu aucune preuve que l'assassin qu'ils accusent, même s'ils ont attrapé le bon. La dernière fois que j'ai vérifié, il n'a pas avoué, donc on ne sait pas si c'est vraiment lui. Je veux dire, Oswald n'était pas le bon. Sirhan n'était pas le bon. Celui qu'on a accusé de l'assassinat de Martin Luther King n'était pas le bon non plus. Comment sait-on que cette fois c'est le cas? Paul, one of the
Paul, l'une des difficultés auxquelles l'administration Trump est confrontée au Moyen-Orient est l'attaque contre le Qatar. Les pays islamiques se rassemblent au Qatar. Ils discutent de la manière de répondre à ce qu'Israël a fait, l'attaque contre une partie d'Israël. Et nous voyons Marco Rubio se rendre en Israël, discuter avec Netanyahou. Voici ce que Netanyahou a déclaré lors de cette visite. Il se tenait à ses côtés, parlant au pupitre à côté de Marco Rubio. At the podium next to Marco Rubio. Je réponds à votre question, à savoir que le raid du Hamas a échoué. Il n'a pas échoué parce qu'il portait un message central, et nous l'avons pris en compte avant de le lancer. Et ce message est le suivant. Vous pouvez vous cacher, vous pouvez fuir, mais nous vous retrouverons. Vous pouvez, et c'est important, je veux dire les terroristes pensent qu'ils bénéficient de l'impunité. Ils recommenceront encore et encore. Et si vous leur retirez cette impunité, ils y réfléchiront à deux fois. Oui, il dit littéralement qu'ils n'ont pas échoué dans l'attaque, parce qu'ils n'ont pas pu tuer les personnes qu'ils voulaient tuer. Mais quel message essayait-il de leur faire passer? Je ne comprends pas. Eh bien, je pense que le message qu'il voulait faire passer, c'est « Nous ne sommes pas les terroristes. Ce sont eux. » Qui sont les terroristes? Les terroristes sont ceux qui assassinent des gens. Ce qu'Israël fait partout, dans tout le Moyen-Orient. Regardez toutes les personnes qu'ils ont assassinées dans des pays étrangers en utilisant des moyens militaires. Donc il essaye de dire que les assassins sont ceux que nous sommes en train d'assassiner, pas nous. Enfin, il revendique le droit d'Israël d'éliminer les dirigeants de gouvernements étrangers. Quelle est la limite à cela? On ne sait pas. Vous savez, certaines personnes accusent même Israël de l'assassinat du président John F. Kennedy parce qu'ils disent que Kennedy mettait la pression sur Israël à propos de leur développement d'armes nucléaires et qu'il allait l'arrêter. Israel's case about their development of nuclear weapons and was going to stop it. And so they decided to kill Kennedy. Et donc, ils ont décidé de tuer Kennedy. Je peux comprendre que ce soit une interprétation logique et raisonnable. Je ne pense pas que ce soit vrai, car je ne crois pas qu'Israël aurait pu contrôler la police de Dallas pour faire entrer Ruby dans la prison afin qu'il puisse tirer sur Oswald avant qu'il ne puisse l'interroger. Je ne pense pas qu'Israël aurait pu faire en sorte que les services secrets se retirent de la voiture de Kennedy pour qu'elle devienne une cible facile. Je ne pense pas qu'Israël aurait pu amener l'armée américaine à reconstruire le crâne du président Kennedy afin de créer la supercherie selon laquelle il aurait été touché par l'arrière et non par l'avant. Surtout en 1963, c'est tout simplement trop de pouvoir pour Israël. Et tout cela s'est produit. Ça me dit que cela devait forcément venir de l'intérieur du gouvernement des États-Unis. Mais malgré tout, les gens disent, eh bien Kennedy allait leur retirer les armes nucléaires ou arrêter leur développement, alors ils l'ont éliminé. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est simplement une interprétation basée sur une déduction logique, sur le mobile. Il y avait vraiment un mobile pour qu'Israël fasse cela. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y avait beaucoup de mobiles, et je pense que le mobile principal venait de la CIA et des chefs d'état-major. Ils pensaient que Kennedy était faible face au communisme. Ils ne soutenaient pas leur opération de la baie des Cochons. Ils ne soutenaient pas leur opération Northwoods. Ils ne les laissaient pas entrer en guerre contre l'Union soviétique. Et ils négociaient directement avec Khrouchtchev, les excluant du processus. Ils étaient donc en train de perdre le contrôle de la situation. Ce sont des motifs puissants pour se débarrasser de lui. Il pourrait finir par leur enlever leur ennemi s'il parvient à conclure un accord de paix avec Khrouchtchev, ce qui a dû attendre des décennies avant que Reagan et Gorbatchev n'y parviennent. Et puis, dès qu'ils l'ont pu, le complexe militaro-industriel a renversé cela,
Cela n'a duré que pendant le régime de George Herbert Walker Bush, car lorsque Clinton est arrivé, il a tout violé et détruit l'accord. Et depuis, nous avons détruit tous les accords de contrôle des armements que les États-Unis avaient obtenus au fil des décennies. Donc, vous voyez, il est clair que même si Israël avait un motif fort, il n'avait pas ce genre de pouvoir pour influencer autant de personnes. Et ceux qui avaient le pouvoir avaient un motif encore plus fort. And the people who had the power had even a stronger motive. Paul, the Middle East is becoming Paul, one of the most le Moyen-Orient devient l'un des enjeux les plus complexes pour la politique étrangère des États-Unis en raison de leur soutien à Netanyahou et à Israël. and Penses-tu que les États-Unis iraient jusqu'à sacrifier les États arabes parce qu'il y a tellement de peur? Regarde les dirigeants arabes aujourd'hui. Ils pensaient que les États-Unis les soutiendraient d'une manière ou d'une autre. Regarde l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar. La population, l'opinion publique, est totalement opposée à ce qui se passe à Gaza. Et ils sont totalement contre Israël. La majorité des gens dans leur pays le sont. Mais les dirigeants ont réussi, d'une certaine manière, à servir de zone tampon entre les États-Unis et leur population. Mais il semble que la peur atteigne désormais les dirigeants des États arabes. Si Israël peut attaquer Doha et tuer des civils, quelle garantie avons-nous qu'ils ne vont pas nous attaquer à tout moment, où ils veulent? anytime, anywhere they want to do that. There isn't any. Il n'y en a pas. Maudu À mon avis, le monde arabe est divisé depuis, le 7e ou le 8e siècle, à cause de la lutte pour la succession de Mahomet. Donc, nous avons les deux groupes, et ils se détestent plus qu'ils ne détestent les exploiteurs coloniaux. Et c'est justement l'absence d'unité parmi les Arabes, c'est pour cela que la France a pu les gouverner, que la Grande-Bretagne a pu les gouverner, que les États-Unis ont pu les gouverner, et c'est aussi pour cela qu'ils ne font absolument rien concernant Israël. Vous savez, le traitement des Palestiniens, cela dure depuis 1947, voire avant. Mais la partie originelle de la Palestine qui était juive était minuscule. Et donc cela s'est passé ainsi. Les colons et les Israéliens attaquaient un village palestinien et en chassaient tous les habitants, et Israël s'agrandissait d'autant. Puis il recommençait. and then they'd go do it again. And the Palestinians never Et les Palestiniens n'ont jamais dit « Hé, qu'est-ce qu'on fait? Unissons-nous pour ne pas tomber village après village. » Mais c'est ce qui s'est passé, ils sont tombés un village après l'autre pendant 70 ans. Et les États arabes n'ont jamais vraiment agi. En tout cas pas de manière efficace, ils s'en sont simplement accommodés. Je pense que tout cela était englobé dans la guerre froide. Donc les États-Unis essayaient de garder les Arabes de notre côté pour qu'ils ne basculent pas du côté soviétique. Ils n'ont pas entièrement réussi, mais en grande partie oui. De toute évidence, les Arabes étaient achetés, si ce n'était pas avec de l'argent, c'était d'une certaine manière avec la protection américaine. Et les Israéliens n'étaient pas encore devenus aussi agressifs envers les États arabes. Ils étaient agressifs envers les Palestiniens en Palestine. XBS territoring d'unité des nations arabes. an indication that the Arab nations lack the unity. So, despite their numbers, Donc malgré leur nombre, des positions géographiques favorables et d'énormes ressources pétrolières, ils n'existent presque pas en tant que force politique. Et ils n'ont jamais utilisé leur richesse pétrolière pour se doter d'une armée moderne. have a modern army. Je veux dire, si les Arabes n'étaient pas aussi divisés, ils auraient pu anéantir Israël quand ils le voulaient. Mais regardez maintenant, Now, what's left? il ne reste plus rien des Arabes. L'Irak n'existe plus, Syria's gone. la Syrie n'existe plus, le Liban n'existe pratiquement plus, il n'y a plus rien là-bas. La Libye n'existe plus. L'Arabie saoudite est là-bas, elle s'accroche, Over there, hanging on. mais il n'y a aucune force réelle. L'incapacité des Arabes à s'unir et à faire face à la menace qui pèse sur leur existence a permis à Israël de pratiquement se débarrasser d'eux. Basically, get rid of them. And all of the time,
Et tout le temps, ils ont utilisé les États-Unis pour se débarrasser d'eux, mais ils ont aussi utilisé le 11 septembre pour créer parmi les Américains l'idée que tous ces Arabes sont des terroristes. Et ils ont dit que les Arabes étaient venus faire exploser le World Trade Center et le Pentagone. Donc le 11 septembre, qui était un coup monté de l'intérieur, j'en suis absolument certain, a été réalisé pour que les néoconservateurs puissent aller détruire le Moyen-Orient pour Israël. Voilà ce qu'était la soi-disant guerre contre le terrorisme. La destruction des États organisés qui s'opposaient au Grand Israël, c'est-à-dire l'expansion d'Israël du Nil à l'Euphrate. C'était le projet initial du Grand Israël, et nous en avons parlé. Maintenant, c'est du Nil au Pakistan. Donc c'est la faute des Arabes eux-mêmes. C'est leur faute. Arabs' own fault. It's their fault. They let it happen because Ils ont laissé faire parce qu'il y a tellement de désunion. Je pense qu'une chose similaire se produit aux États-Unis à cause de cette désunion. La gauche libérale a essentiellement renié le pays. Regardez simplement toutes les acclamations et célébrations de la gauche libérale après l'assassinat de Charlie Kirk. Il y avait des professeurs. On pouvait entendre les médias télévisés, applaudir lorsque l'annonce a été faite. Certains de ces gens ont été licenciés, certains professeurs ont été renvoyés. Eh bien, ce sont les institutions qui essayent de sauver la face. Je veux dire, elles n'avaient pas vraiment le choix, elles devaient faire quelque chose. Mais ils ressentent toujours la même chose. Même s'ils ont sacrifié celui-ci, celui-là et un autre, ils ressentent toujours la même chose. Donc on peut le voir. Vous pouvez voir tous les gouvernements des villes démocrates, les maires des États démocrates, les gouverneurs des États démocrates, qui font tout leur possible pour empêcher Trump d'expulser des immigrés illégaux. Ils agissent contre le pays. Ils ne se contentent même pas de dire « Eh bien, nous ne soutenons pas cela ». Mais nous n'allons pas interférer parce que c'est notre pays et nous devons. Ils agissent en fait activement contre le pays. Ainsi, vous pouvez constater que le même type de désunion que les Arabes ont connu pendant des siècles est en train de se créer ici. Elle a été créée par la classe intellectuelle, la gauche libérale, les attaques contre la Constitution. Tout cela vient de la gauche libérale. Donc les États-Unis sont désunis. C'est absurde de les appeler les États-Unis. Ce sont les États désunis. Et c'est ce que la gauche libérale voulait. C'est ce qu'ils ont obtenu. Et c'est ce que le meurtre de Charlie Kirk met en lumière. Cela pourrait entraîner un réveil chez les personnes qui ont été attaquées depuis des décennies. Et si c'est le cas, il est probable qu'elles réagissent de manière combative. J'ai vu une vidéo d'un caricaturiste bien connu qui faisait des dessins pour les journaux à l'époque où il y en avait encore, et il a commencé à soulever ces questions. Il a dit « Allons-nous tolérer cela plus longtemps ? Je n'aime pas la violence, mais si c'est nécessaire, il faudra y recourir. » Et puis il y a eu un commentaire sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quelqu'un me l'a envoyé, et le gars disait « À quoi bon envoyer la garde nationale chez ces démocrates ? Il faut envoyer l'armée de l'air. » En d'autres termes, il veut les bombes. Eh bien, je ris, parce que pour quelqu'un de ma génération, c'est inimaginable. Mais j'utilise cela comme exemple pour montrer que les États-Unis peuvent devenir aussi désunis que notre monde. Et il y a eu tellement de désunion. Je veux dire, souvenez-vous de la longue guerre entre l'Irak et l'Iran. Qui en est vraiment responsable? Est-ce que c'est quelque chose que les États-Unis ont fomenté ou Israël? Mais cela n'a aucun sens. L'Iran n'est pas arabe, mais ils sont musulmans. Donc je ne sais pas vraiment si l'Iran souffre de la différence entre sunnites et chiites comme les Arabes. Je ne sais pas si cela affecte les musulmans iraniens, mais la séparation entre sunnites et chiites chez les Arabes les a rendus impuissants, sans pouvoir, pratiquement sans pouvoir.
Et c'est pour cela qu'un tout petit endroit comme Israël peut les dominer. That's why a tiny little place like Israel can dominate them. Paul, what's going on in the Middle East, by the way, it's, as you've Paul, mentioned, Sunni and que se Shia. passe-t-il au Moyen-Orient, It's a long d'ailleurs, comme tu time l'as mentionné, behind Islam, avec les sunnites et les chiites? making Pendant si longtemps, Islam even bolder il traçait cette between ligne the two et la rendait encore plus factions marquée of Islam. entre les deux factions de l'islam. As the Mais alors que la situation situation à Gaza empire, getting je ne vois worse, plus cette I ligne. don't see that line Il n'y a plus de anymore. séparation entre There is no sunnites line et between chiites. Sunni and Shia. Ils se They're rassemblent all tous. merging together. La seule chose que je constate au sein de l'islam, c'est l'islam radical, le wahhabisme et le salafisme. Ceux-ci ne font pas partie du noyau. Ils appartiennent aux radicaux. Ils essayent de radicaliser les choses, d'essayer de montrer que ces gens représentent l'islam. Mais ces personnes en Iran, ou celles qui ne sont même pas sunnites ou chiites, toutes ces différentes factions, n'ont pas grand-chose en commun avec le wahhabisme et le salafisme. They don't that much in common with Wahhabism and Salafism, because these people look at Al-Qaeda. Parce que ces gens-là, regardez Al-Qaïda, regardez Daesh, ils n'ont jamais combattu Israël, pas même un seul instant. Ils tuaient des musulmans. Regardez ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Quel était leur objectif? Vous savez, il devient de plus en plus évident pour tout le monde ce qui se passe au Moyen-Orient. Et quel est le programme? Vous avez mentionné les cas de la Libye et de l'Irak. Je pense qu'au fond, quand on parle d'Israël, ce n'est pas seulement une question de territoire. À mon avis, ce n'est pas uniquement une question de terre. Il s'agit de l'absence d'une superpuissance régionale, d'une puissance régionale capable de s'opposer à eux. Si le gouvernement en Iran est ce cas, ou en Turquie, ou au Pakistan, ils vont se battre contre eux. Et c'est ça le problème, Paul. Je ne vois aucune sorte de fin à ce que fait Israël. Il n'y a pas de fin à ce qu'ils font. Any sort of end to what Israel is doing. There is no end to what they're doing. Well, I agree. Because the United States, Eh bien, je suis d'accord. Parce que les États-Unis leur en donnent la possibilité. Nous leur donnons l'argent pour acheter notre propre gouvernement. Nous leur donnons des milliards de dollars. Ils ramènent cet argent ici sous forme de contributions aux campagnes électorales et achètent tous les sénateurs, tous les représentants. Ils seront l'un des plus grands, sinon le plus grand, contributeur aux campagnes présidentielles. Les États-Unis sont tellement stupides. Nous prenons l'argent du contribuable américain et nous le donnons à Israël pour qu'il puisse acheter notre gouvernement afin qu'il les serve. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, j'ai remarqué, comme tu le dis, que l'animosité entre les sunnites et les chiites est un peu passée au second plan à cause de Gaza. it's moved into the wings because of the Gaza. I think if Israel had been able to destroy Gaza really Je pense que si Israël avait pu détruire Gaza très rapidement, mais ils sont un peu comme Netanyahou, ils laissent la guerre s'éterniser, et les gens commencent à voir et à réfléchir à des choses qu'ils n'auraient autrement pas remarquées. the organized state Mais malgré tout, les États organisés qui étaient nécessaires pour vraiment les contenir ont été détruits. Je veux dire, l'Irak est détruit, la Syrie est détruite. Et il faut aussi se rappeler, Nima, que d'après ce que je comprends, Al-Qaïda et Daesh, ce sont des créations de la CIA. Ce ne sont pas des créations musulmanes indigènes. Nous avons créé Al-Qaïda, si je me souviens bien, pour contrarier les soviétiques en Afghanistan, pour les chasser d'Afghanistan. Je pense, n'est-ce pas, Daesh que nous avons utilisé. I think isn't ISIS what we used Taliban, against? Taliban was Les talibans ont été créés pour s'opposer à ceux. That's right. To go against the Soviets. Oui, c'est ça, pour s'opposer aux soviétiques. We used to destroy. Et puis, n'est-ce pas l'État islamique qu'on a utilisé pour détruire la Libye? I mean, we had to Je veux dire, the other side. d'où venait l'autre camp de cette soi-disant guerre civile? I can't remember. Il venait des mercenaires de la CIA. Wasn't that ISIS? Je ne me souviens plus de tous les noms de ces groupes, Or whatever the group. mais quand l'État islamique est apparu, ou peu importe le nom du groupe, ce ne sont pas des créations musulmanes. Al-Qaïda et l'État islamique, ce sont des créations de la CIA. CIA creations. Et je suppose que l'argent a joué un rôle. And I assume money played a rôle. I've never really been Je n'ai jamais vraiment été clair dans mon esprit sur les aspects terroristes des musulmans au Moyen-Orient récemment.
Je me demande si ce n'est pas une opposition croissante contre l'inaction. Par exemple, je pense à Hamas. On dit que Hamas a été créé par Israël pour discréditer l'OLP. Mais Hamas est en réalité plus agressif que ne l'était l'OLP. Je me suis donc souvent interrogé sur ces soi-disant groupes terroristes. Pas ceux créés par la CIA, mais il semble y avoir d'autres aspects maintenant. Une sorte de montée. On ne peut pas les qualifier de terroristes. Ils sont plus agressifs. On assiste à une forme plus agressive de l'islam arabe. Et je me suis souvent demandé, est-ce simplement parce que les gens en ont assez que personne ne fasse jamais rien contre les saletés d'Israël? Et vous savez, Oussama Ben Laden, je pense qu'il était plus en colère contre Saddam Hussein, parce que les gouvernements islamiques laïcs réprimaient les puristes musulmans qui voulaient des gouvernements musulmans. J'ai donc été très amusé à l'époque où les néoconservateurs américains tentaient de faire croire que Saddam Hussein était un allié d'Oussama Ben Laden. Je suis presque certain que, pour Ben Laden, Saddam Hussein était probablement quelqu'un à éliminer. Je n'en sais pas assez à ce sujet. C'est trop compliqué à suivre. On ne peut pas obtenir d'aide parce que je ne fais tout simplement pas confiance aux arabisants occidentaux. Ils ne sont pas fiables non plus. Donc, ne connaissant pas la langue, il n'y a aucun moyen pour moi de savoir ce qui se passe. Merci beaucoup, Paul, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Eh bien, merci, Nima. Merci beaucoup. À bientôt.